Vers l'âge de 15 ans, j'ai vécu une expérience assez forte où en fait j'ai complètement renoncé à la foi chrétienne, où je m'étais dit en fait au fond de mon cœur que je ne voulais pas de Dieu et que je souhaitais en fait faire les choses que je voulais. J'étais attiré par le monde, j'étais vraiment attiré par ce que mes amis pouvaient vivre et j'ai vraiment dit dans mon cœur, voilà Dieu, je sais que tu existes mais je ne veux pas de toi. S'en est suivi une période de désert personnel durant 2 ans où le Seigneur a parlé à mon cœur et m'a ramené à lui vers l'âge de 17 ans. C'est vraiment suite à ce témoignage personnel que j'ai compris l'importance de l'adolescence comme âge stratégique pour la conversion. Et bien sûr, ensuite j'ai fait des études à l'Institut biblique et j'ai été amené en fait à suivre des jeunes, de nombreux adolescents durant ces 10 dernières années. Toutes ces choses-là font que naturellement, j'ai un attrait vraiment profond pour la jeunesse et pour les jeunes auprès de l'Église. Mon expérience personnelle montre que le Seigneur parle particulièrement aux jeunes. Il y a aussi d'autres aspects beaucoup plus, moins empiriques, beaucoup plus généraux, qui montrent que le Seigneur se plaît à travailler auprès des jeunes enfants, auprès des jeunes adolescents, qui sont dans les églises, qui font partie des familles chrétiennes. Par exemple, un sondage qui date de 2004 qui a été effectué par le Barna Group auprès de jeunes Américains montre qu'environ 64% d'entre eux estiment s'être convertis avant l'âge de 18 ans. Ils sont à peu près 19%, 13% pardon, à s'être convertis entre 18 et 21 ans, et le reste, donc 23%, à s'être convertis après 21 ans. Dans un autre sondage, réalisé lui en 2019, donc beaucoup plus récent, par Ministry to Children, que vous pouvez retrouver sur Google assez facilement, on voit en fait que ce sont environ 2 tiers des personnes qui sont sondées qui affirment avoir cru en Jésus-Christ avant 18 ans. Ça me fait penser à la réflexion d'un de mes professeurs qui disait que dans la parole de Dieu, le Seigneur ne promet pas spécifiquement aux familles, aux parents chrétiens que leurs enfants seront sauvés, mais qu'il se plaît, que Dieu se plaît à sauver des personnes qui font partie de familles chrétiennes. Il y a 2 ans, en 2021, j'ai suivi une conférence en ligne dans le cadre d'Ensemble pour multiplier des KF, où Daniel Litchi, donc professeur en missiologie à Vaux-sur-Seine, a effectué en direct un sondage par rapport à toutes les personnes qui étaient présentes, donc c'était plus d'une centaine de personnes. Et dans ce sondage, en fait, on devait répondre à comment est-ce que les églises étaient en croissance. Et ce qui est un fait très intéressant, c'est les personnes ont estimé qu'il y a environ 23% des membres de l'église actuelle, à l'instant T, qui font partie en fait des enfants ou des jeunes issus des familles chrétiennes qui ont grandi dans les églises. Donc ça montre très clairement que pour le Seigneur, les jeunes, les enfants, l'adolescence est un endroit stratégique pour la croissance, pour la mission de l'Église. Dieu se plaît à utiliser les adolescents pour faire grandir, faire croître son peuple, pour glorifier son nom auprès de toutes les nations. Ça me fait du coup penser à un texte clé, un texte que nous connaissons tous par rapport à la mission. C'est Matthieu 28, versets 18 à 20, que je vous invite à lire avec moi, que je vais lire en ce moment même. Matthieu 28, versets 18 à 20. Jésus s'approcha et leur dit: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans ces dernières paroles de l'évangile selon Matthieu, Jésus donne une mission, ce qu'on appelle la grande mission, à ses disciples, aux 12 qui étaient présents, et probablement ils étaient plus que simplement 12. Il leur dit: Tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre. Il y a une affirmation d'autorité du Jésus ressuscité qui a accompli la mission de salut que le Père lui avait donnée. Il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Roi des Rois, et c'est parce qu'il a autorité sur la terre comme sur le ciel, sur les puissances humaines comme sur les puissances célestes, qu'il va donc, aller donc, envoyer ses disciples pour accomplir une certaine mission. Quelle est cette mission? On le voit dans le texte, si vous suivez bien avec moi, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Et le mot ici nation, donc ethné, c'est vraiment toutes les ethnies. C'est pas juste des nations au sens politique du terme, mais c'est vraiment au sens ethnologique, sociologique du terme. Voilà, toutes les ethnies doivent être des disciples
du Christ. Le Seigneur veut faire en sorte que l'ensemble des nations reconnaissent la seigneurie de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur enseigner à mettre en pratique tout ce que le Christ a prescrit. Il faut les baptiser. Et il faut faire d'eux des personnes qui, à leur tour, feront des disciples, et ainsi de suite. Dans le cadre de cette mission, puisqu'on a vu précédemment, par mon témoignage personnel et avec des sondages, dans le cadre de cette mission, on voit que le ministère parmi les jeunes est important. Le ministère parmi les jeunes est important. On peut compter sur la seigneurie du Christ pour accomplir cette mission auprès des jeunes et faire en sorte que les jeunes qui sont dans nos églises, les jeunes qui sont dans nos villes, puissent faire partie des disciples de Jésus-Christ. Le Seigneur est avec nous, le Seigneur accueille les enfants, le Seigneur accueille les jeunes, le Seigneur veut que ce travail soit accompli par ses disciples. Alors ce cours Transmettre s'adresse à toutes les personnes qui sont intéressées pour le ministère parmi les jeunes. Ça peut être les parents, en présence d'adolescents, on ne sait pas trop contrôler, comment leur communiquer la foi, comment faire en sorte qu'ils aient envie de venir avec nous dans l'église. Alors on est très bien conscient, je suis pleinement conscient que tout est par grâce, que tout est selon l'œuvre du Seigneur, mais il y a une responsabilité personnelle que nous allons voir en fait, en tant que rôle, en tant que parents, de transmettre la foi que nous avons reçue auprès des enfants. Et cette mission-là, en fait, c'est simplement ce qu'on vient de lire dans Matthieu 28, versets 18 à 20. Tu peux être aussi responsable de groupe de jeunes, et donc tu as un intérêt profond, en fait, à savoir comment, dans le cadre de ton groupe, tu peux transmettre aussi cette foi aux jeunes, comment les intéresser. Peut-être que tu as dans ton groupe certaines personnes qui décrochent, certains jeunes qui ne sont pas intéressés par la foi, peut-être que tu es démuni sur la manière dont tu veux amener l'évangile auprès de ces jeunes. Eh bien, ce cours est fait pour ça. Peut-être que si tu es un pasteur, peut-être que tu veux réfléchir à une action et une stratégie à mettre en place dans le cadre de ton église pour accomplir cette grande mission auprès des jeunes dans le cadre de l'église. En tout cas, ce cours est fait pour ça. On va comprendre donc, dans ce cours, comprendre les jeunes pour mieux les aimer. Et c'est important. Comprendre les jeunes pour mieux les aimer, parce que souvent, en tant qu'adulte, on peut avoir des a priori auprès de la jeunesse. Et on va voir comment ces a priori sont nés au fil du temps, au fil des années. Moi, je me souviens, par expérience auprès des églises, parfois les jeunes sont considérés comme les jeunes. Va voir les jeunes, les jeunes sont toujours entre eux, les jeunes font ceci, les jeunes font cela. Et il y a un manque, en fait, de milieu, de vocabulaire commun entre les adultes et les jeunes, ce qui fait qu'on n'arrive pas à les comprendre, ce qui fait qu'on tombe facilement dans la critique. Donc dans ce cours, on va les comprendre, essayer en tout cas à les comprendre pour davantage les aimer et de les voir comment Dieu les voit pour en faire ensuite des disciples. Dans ce cours, on va aussi développer, je l'espère, une passion pour l'annonce de l'évangile auprès des jeunes. Comme on l'a vu avec cette mission, les jeunes sont un enjeu majeur et stratégique pour les églises. On doit être passionné, motivé pour leur annoncer l'évangile en des termes qui sont bibliques pour qu'ils puissent, à leur tour, le transmettre à d'autres. On va aussi saisir le rôle que les jeunes ont à jouer dans l'église. On va voir ensemble qu'il existe différents points de vue par rapport au rôle des jeunes et à la place des jeunes dans l'église. Pour ma part, j'estime que les jeunes ont un rôle à jouer dès qu'ils sont convertis dans l'église. Il ne s'agit pas d'attendre une antichambre, d'attendre leur majorité pour ensuite leur donner des responsabilités. Bien au contraire, le Seigneur veut en faire des disciples, et s'ils sont des disciples au même titre que toi et au même titre que moi, alors ils ont leur place à jouer. Ils font partie de ce grand édifice qu'est l'Église, ce sont des pierres vivantes que le Seigneur veut utiliser pour sa gloire. Il serait dommage de mettre de côté une pierre vivante et de croire que l'édifice va rester stable. Non, on doit saisir le rôle que les jeunes ont à jouer dans les églises. On va aussi aiguiser nos compétences pour mieux communiquer l'évangile aux jeunes, pour mieux communiquer de manière générale avec les jeunes. Je l'ai dit précédemment, parfois on n'arrive pas à se comprendre avec les jeunes, ils ont un vocabulaire précis, ils ont des, entre guillemets, délires différents des nôtres. Ils ont des blagues, des choses qu'on ne comprend pas. Parfois des choses qui peuvent même nous choquer en tant qu'adultes. Et on a tendance malheureusement à oublier qu'on a été jeune. Et en plus, entre le moment où on a été jeune et le moment où ils sont jeunes, le fond culturel a énormément changé. Donc on ne se comprend pas vraiment. Donc c'est important de savoir comment communiquer avec eux, comment mieux communiquer avec eux pour mieux leur apporter l'évangile. Et enfin, on va apprendre
aux jeunes et apprendre des jeunes à mieux servir le Seigneur. Il ne s'agit pas juste d'avoir un mouvement du haut vers le bas. Voilà, je suis responsable d'église, je suis parent, je suis pasteur, donc les jeunes doivent apprendre de moi. Il faut comprendre que, comme le fer aiguise le fer, à partir du moment où une personne est disciple du Christ, on a tout autant à apprendre d'elle que cette personne a à apprendre de nous. Et je pense que dans le ministère parmi les jeunes, il serait très présomptueux de notre part de se mettre en position où les jeunes ont tout à apprendre et nous, on n'a rien à apprendre d'eux. Moi, j'ai beaucoup appris dans mon contact avec les jeunes, notamment par rapport à leur passion, par rapport à leur volonté de grandir, aussi par rapport à parfois à leur discipline. J'ai été assez impressionné en discutant avec un jeune de voir à quel point il était discipliné dans sa lecture de la parole jour après jour et qu'il arrivait à tenir un calendrier régulier. Et je suis assez aussi impressionné de voir certains jeunes lutter contre leur sens naturel pour s'approcher et s'accrocher envers le Seigneur. On a beaucoup de choses à leur apprendre par notre expérience, par notre sagesse, mais aussi ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Il faut qu'on soit alerte par rapport à ça. Donc voilà ce que ce cours transmettre voilà ce qu'on va dire dans ce cours transmettre, et j'espère que tu es prêt à écouter cela et à réfléchir avec moi par rapport à tous les principes bibliques qui nous permettent de mieux servir le Seigneur, de mieux servir le Seigneur à travers un ministère parmi les jeunes. Alors je vais vous partager le plan du cours. Alors comment est-ce qu'on va procéder ? On va voir premièrement que l'adolescence est une notion au contour flou. Et oui, l'adolescence est une notion au contour flou. L'adolescence telle qu'on le vit au XXIe siècle n'a pas été toujours vue de cette manière, à un niveau sociologique et à un niveau historique. Donc si jamais ça t'intéresse, on va essayer de faire un survol historique de l'Antiquité jusqu'à nos jours, de la manière dont, sociologiquement parlant, historiquement parlant, les adolescents, l'adolescence a été vue dans différentes sociétés, et on verra que c'était une notion en fait qui variait énormément dans le contexte géographique ou dans le contexte historique dans lequel on se trouvait. En plus, dans notre deuxième point, on va voir que l'adolescence en fait est une période de changement. Je pense qu'on est tous au courant que c'est à ce moment-là qu'arrive la puberté. C'est à ce moment-là qu'on voit la barbe en train de pousser, qu'il y a des changements au niveau cognitif, des changements au niveau sexuel, des changements au niveau psychique. Et on va essayer de voir un peu ces choses-là pour un peu comprendre et comment on peut accompagner, bibliquement parlant, les adolescents. Donc on va toucher à plusieurs notions, on va toucher à des notions sociologiques, ethnologiques, historiques, mais aussi on va toucher à des notions bibliques avant tout, parce que ce cours est un cours qui se base sur la parole de Dieu. Et donc après avoir vu ces deux premiers points, on va aborder la question de l'adolescence comme un enjeu majeur pour l'Église. Et dans ce cas-là, on va voir quel est le rôle des parents dans l'enseignement auprès des jeunes, quel est le rôle des responsables d'Église, quel est le rôle de l'Église auprès des jeunes. On va essayer de creuser ensemble dans la parole pour voir la place des jeunes dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, et de voir aussi quelques exemples bibliques de personnes qui ont, dans leur jeunesse, accompli des choses pour Dieu, et parfois n'ont pas accompli des choses pour Dieu. Je pense notamment à David, qui dans sa jeunesse a été un serviteur de l'Éternel, et je pense malheureusement aussi aux fils d'Élie qui dans leur jeunesse ont profondément désobéi à Dieu au point où il les a tués, jugés. Et on va voir un peu ces choses-là pour essayer de définir quelques principes bibliques par rapport à la jeunesse dans les églises à partir de la Bible. Enfin, on va voir quelques principe d'organisation d'un groupe de jeunes de manière générale. Alors le ministère parmi les jeunes, c'est très général. On peut parler du groupe de jeunes, on peut parler des accompagnements spirituels, on peut parler des camps, enfin, multiples choses à faire. On peut parler de l'évangélisation auprès des jeunes du quartier. Il y a vraiment multiples choses à faire. Et malheureusement, je pense que dans ce cours, on n'aura pas le temps d'aborder tous les aspects. Je vais simplement me concentrer en fait sur la partie du ministère des jeunes dans l'église. Donc le groupe de jeunes, comment on l'organise, comment on travaille en collaboration, quel programme on peut mettre en place, et comment est-ce qu'on accompagne spirituellement les jeunes. Et c'est à ce moment-là en fait qu'on va discuter d'une petite partie de counseling biblique. Et si vous ne savez pas ce qu'est le counseling biblique, je vous invite à regarder les cours de Mathieu Caron, qui sont aussi disponibles sur Transmettre, pour savoir qu'est-ce que le counseling biblique, comment ça peut nous aider en fait à accompagner spirituellement des jeunes qui passent parfois par des moments de crise personnels, familiaux, des moments de crise spirituelle, des moments de crise identitaire. Comment la Bible peut les aider, comment la Bible en fait peut les accompagner à glorifier Dieu malgré tous les changements
qui se passe dans leur vie personnelle. Enfin, on verra quelques questions pratiques. Et si jamais vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on aura vu, moi je vais vous inviter à me poser des questions et je pourrais faire une dernière vidéo en retour de toutes les questions que vous posez, que vous avez notées par rapport à ce cours transmettre. Donc voilà ce qui est pour le clan du cours, et on va donc commencer par notre premier point, l'adolescence, une notion au contour flou, et on va voir les perspectives historiques et sociologiques. Alors, premier aspect de l'adolescence, on va voir comment, à l'Antiquité et au Moyen-Âge, on voyait l'adolescence. Alors j'ai passé du temps à rechercher parmi les bouquins, et il faut savoir que c'est très compliqué, de trouver des sources textuelles qui parlent en détail de l'adolescence, ou de la jeunesse, en tout cas au Proche-Orient ancien. Ce qu'on peut voir en fait, c'est que les cultures établissaient ce qu'on appelle des rites de passage qui délimitaient d'un côté l'enfance et de l'autre côté l'âge adulte. Et selon le lieu ou selon l'époque, c'était totalement différent. Vraiment totalement différent. Par exemple, dans l'Égypte antique, ancienne, l'un des rites de passage, c'était la circoncision qui était effectuée à 14 ans. Et la majorité pouvait varier, ça pouvait aller de 14 à 25 ans, donc 14 ans dans l'Égypte antique ancienne et 25 ans dans l'Égypte plutôt romaine. Et on voit que c'est des notions totalement aléatoires. On a un peu plus de sources textuelles, pardon, par rapport au fond historique gréco-romain, par rapport à cette zone géographique. Et ce qui est intéressant, vous allez voir, c'est que eux sont un peu plus précis par rapport aux délimitations de l'âge. Par exemple, dans ses mémorables, Xénophon, donc un philosophe du IVe siècle avant Jésus-Christ, retranscrit une discussion entre Socrate, donc le fameux philosophe, et Chariclès, qui était un policier athénien de l'époque. Et Chariclès interdit à Socrate de parler, discuter avec des jeunes hommes. Donc Socrate, en fait, est en train de diffuser sa philosophie, il était en train de parler avec plein de personnes, et le politicien qui était contre lui dit « Non, tu peux pas parler aux jeunes, et voici comment il caractérise les jeunes. » Il dit que les jeunes sont des jeunes hommes, néos, on va revenir sur ce terme grec plus tard, des jeunes hommes de moins de 30 ans. Intéressant. Donc pour l'époque, 4e siècle avant Jésus-Christ, moins de 30 ans, on était un jeune homme. Dans son écrit sur le monde, Philon d'Alexandrie cite Hippocrate qui décrit cette période de 7 ans qui divise la vie d'un homme. Alors selon les sources, c'est c'est Hippocrate qui est à l'origine de cette division, et j'ai vu aussi que Aristote aussi adoptait cette division, peut-être qu'il y avait un fond culturel commun par rapport à cette division de l'homme en 7 périodes de 7 ans. Donc la première période, c'était la petite enfance, qui durait de 0 à 7 ans. Et quand est-ce qu'on passait de la petite enfance à la période suivante ? Eh ben, on regardait par exemple lorsque les dents commençait à pousser et lorsque le langage commençait à être bien établi. Ensuite, on parlait de l'enfance, donc de 7 à 14 ans. Et quand est-ce qu'on passait à l'étape suivante ? Au niveau de la puberté. Lorsque la voix changeait, lorsque des poils commençaient à apparaître, lorsqu'on commençait à grandir. Donc de l'enfance, on passe à l'adolescence, et de 14 ans à 21 ans. De l'adolescence, on passait à la jeunesse, de 21 ans à 28 ans. Puis on passait à l'âge adulte, qui était un peu plus long, 2 fois 7 ans, de 28 ans à 49 ans. Pardon, 3 fois 7 ans, je pense. Et enfin, on passait à l'âge mûr, de 49 ans à 56 ans. Et à partir de 56 ans, c'était le vieillage. Donc, désolé si tu as 56 ans ou au-delà aujourd'hui, pour un grec antique, pour un grec ancien, à partir de 56 ans, on était déjà dans le vieillage. Alors comme on peut l'observer, comme je vous l'ai dit, on voit que cette période n'est pas égale pour toutes les tranches d'âge. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que selon Hippocrate, selon Aristote, c'est des raisons physionomiques qui ont poussé à diviser la vie humaine de cette manière. Comme je l'ai déjà dit, le fait que la dentition apparaisse, que le langage soit plus construit, etc.
et la puberté qui permet en fait de dire, bah voilà, on passe de l'enfance à l'adolescence. Donc à partir du moment où un jeune homme ou une jeune femme pouvait se reproduire, elle pouvait être considérée comme étant plus ou moins adulte. Et ça, c'est une notion très intéressante parce que c'est quelque chose qui va rester longtemps dans les âges suivants. Je trouve que ces descriptions, en fait, même si elles sont générales, elles sont très intéressantes et ça permet vraiment d'avoir un aperçu global. Et si on compare avec la manière dont on voit l'adolescence de nos jours, on se dit finalement qu'on peut se rapprocher d'une certaine manière des Grecs, mais on met les adolescents plutôt dans une certaine case, où on les considère pas vraiment comme adultes, on y reviendra, alors que les Grecs étaient beaucoup plus libres par rapport à cette notion-là. On verra que cette liberté dans cette notion-là va prendre davantage d'ampleur au niveau du Moyen-Âge, où en fait, au Moyen-Âge, il y a simplement deux phases. On est enfant et on est adulte. On est adulte à l'âge de la puberté. Les jeunes filles deviennent adultes lorsqu'elles se marient, lorsqu'elles sont en âge en fait d'avoir des enfants, lorsque les premières règles apparaissent. Et les jeunes garçons deviennent adultes en fonction de leurs conditions sociales. Donc on avait les fils de paysans, on avait les fils d'artisans, on avait les fils de bourgeois, et selon en fait la catégorie socio-économique, et ben vers l'âge de 14 ans, on pouvait prendre le relais, aider les parents en fait dans le travail. Par exemple, si on est fils de paysans, ben, on va commencer à travailler, on va commencer à aider le père à gérer les biens. Donc il ne s'agit pas seulement de labourer la terre, mais de vraiment gérer les biens. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, vers 14-15 ans, un jeune pouvait très bien en fait avoir un terrain, le posséder, faire des actes juridiques par rapport à ce terrain-là, aller voir la banque entre guillemets, etc. Enfin, je caricature un peu, mais c'est vraiment ce qui est dit par rapport à cette période-là. C'est vraiment des privilèges d'adultes entre guillemets que les jeunes de 14-16 ans pouvaient avoir au niveau du Moyen-Âge. Je trouve ça vraiment très intéressant. Cependant, selon les époques, selon les périodes, l'âge de la majorité en fait a commencé à reculer au fur et à mesure que le Moyen-Âge avançait. On est passé à 25 ans, donc c'est assez intéressant. Ils avaient certains privilèges vers 14-15 ans, mais ils étaient considérés comme majeurs vers 25 ans, et ils pouvaient se marier parfois vers 20 ans. Ce qui est intéressant ici, c'est que durant cette période antique, Moyen-Âge, l'Église a commencé à se développer. Donc l'Église est apparue à la fin du 1er siècle, 2e siècle, et rapidement en fait on a mis en place ce qu'on appelle le catéchuménat. Donc c'est simplement des enseignements pour préparer les fidèles à entrer dans la communauté de l'Église. Et les pères de l'Église sont rentrés très jeunes dans ces enseignements-là qui étaient faits en fait dans des écoles au sens où ils étaient enseignés par des maîtres, donc des pères de l'Église par exemple Origène, Chrysostome, etc. Et les personnes en fait écoutaient les enseignements et ils suivaient une certaine phase qui pouvait durer maximum 3 ans. Ils acceptaient le baptême et ils étaient considérés comme pouvant entrer dans la communauté de l'Église. Ce qui est assez intéressant, c'est que les jeunes, en tout cas les jeunes chrétiens de cette époque-là, pouvaient en fait faire partie de ce processus-là. Ils prenaient leur baptême plus tardivement. Certains pères de l'Église ont pris leur baptême autour de 20 et 30 ans. C'était une conception en tout cas de l'époque. Et on considérait que c'était principalement le rôle des parents, voire le rôle de la parrain ou de la marraine, d'accompagner les jeunes à l'enseignement. Donc, la division, le fait que les jeunes soient mis à part de l'Église et qu'ils soient, au strict sens sensu, une catégorie séparée ne tient pas par rapport au Moyen-Âge, vu qu'il n'y avait que 2 cases, enfants ou adultes, et ces jeunes dans l'Église étaient simplement intégrés à la vie d'Église. Ils suivaient en fait ces cours de catéchuménat, et si jamais ils s'engageaient, ils se faisaient baptiser plus ou moins tardivement, ça dépendait vraiment des époques et des conceptions. Et à partir du moment où ils se faisaient baptiser, ils rentraient dans la vie d'église, dans la vie de service, dans la vie communautaire, sans forcément avoir des responsabilités de direction. Cela dépendait si le jeune était formé pour ça, mais ils rentraient dans la vie communautaire et faisaient partie à part entière en fait de la vie d'église. C'est vraiment une notion très intéressante parce que malheureusement, parfois de nos jours, on peut considérer les jeunes comme étant à part de l'église. En tout cas, ce n'était pas le cas au début de l'église ni durant le Moyen-Âge. Donc on a vu la période des jeunes entre la période antique et la période moyenâgeuse. Donc du coup, on va avancer dans le temps et on va voir l'adolescence, comment elle était vue durant la Renaissance à la Révolution française.
On va vraiment s'intéresser à l'adolescence, je l'ai oublié de le préciser, mais on s'intéresse vraiment à l'adolescence, comment elle est vécue dans le fond occidental, et plus particulièrement en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'adolescence est vécue de manière totalement différente si vous changez de contexte géographique. En Afrique, en Asie, l'adolescence ressemble peut-être davantage à ce qui était vécu dans les anciens temps que ce qui est vu aujourd'hui. En tout cas, on avance si on continue avec l'adolescence de la Renaissance à la Révolution. Donc la Renaissance, ça a été une période avec un profond changement dans la conception de l'être humain, dans son rôle, dans son dessin, dans son rapport à lui-même et au monde. Les humanistes considéraient que l'éducation c'était la clé pour un avenir meilleur. Donc il fallait former les adultes et ça a entraîné en fait un changement dans la nature même de l'éducation en Occident. Alors, dans l'Antiquité, on a créé, enfin surtout Charlemagne a permis de créer des universités et des écoles, mais qui étaient principalement privées et payantes, et c'était surtout les bourgeois qui y allaient. À partir de la Renaissance, on commence à considérer l'idée d'une éducation globale générale, même si celle-ci reste principalement privilégiée. Donc les humanistes, qui étaient universels, optimistes et élitistes, ils pensaient qu'il fallait vraiment former un homme qui pourrait après faire des actions en fonction de ce qu'ils croyaient être juste. Ils ont vraiment critiqué la conception médiévale de l'éducation. Savoir que la Renaissance, on appelle cette période la Renaissance parce qu'il s'agit d'un retour à l'antique, principalement, dans différents domaines. Un retour à l'antique, donc ils critiquent la manière dont l'éducation était vue au Moyen-Âge. Et il voulait en fait une forme d'éducation qui mettait en avant l'intelligence et l'épanouissement de toutes les facultés cognitives d'une personne. Donc on assiste, durant cette période, et ça c'est vraiment très intéressant, à la division de l'âge. De la division de l'âge en fonction du stade de développement cognitif. En fonction du stade de développement. Donc par exemple, on a Rousseau qui divise les âges de 12 à 15 ans et de 15 à 20 ans, où il distingue deux stades de développement, où les facultés plus de réflexion sont de 15 à 20 ans. On a Comenius, pour qui les facultés cognitives doivent se développer de 12 à 18 ans. Donc c'est vraiment là où on commence à cadrer l'âge de l'enfance ou de l'adolescence, entre guillemets. Et durant cette période, il y a vraiment une demande forte de l'éducation, surtout au XVIe siècle, et ça reste pas seulement ciblé au niveau des nobles et des bourgeois, comme c'était le cas durant le Moyen-Âge, mais aussi dans la petite bourgeoisie, des personnes qui commencent à travailler au niveau, niveau des manufactures, etc. Dans les villes aussi. Donc on commence à tout doucement avoir quelque chose qui se répand au sein de la société. Et au XVIe siècle, pardon, on crée en fait des postes des postes spécialement créés pour des personnes qui sont chargées d'enseigner gratuitement la jeunesse dans les églises. Dans les églises, dans les cathédrales et dans les collégiales. Donc il y avait vraiment une réflexion au niveau chrétien, de pas simplement limiter l'enseignement aux personnes qui ont les moyens, mais de faire en sorte que ce soit disponible tous dans la pensée humaniste. Alors ces ordonnances n'ont pas vraiment réussi à établir un enseignement primaire et gratuit, mais elles témoignent de l'appétit de savoir qu'il y avait durant cette période. Alors, selon un professionnel selon un universitaire de cette période, donc, qui s'appelle Philippe Ariès, qui a écrit un excellent bouquin par rapport à l'enfance durant l'Ancien Régime, donc lorsqu'on continue à avancer dans les âges, durant la royauté française, les enfants passaient directement à l'âge adulte, sans transition. Donc malgré tout ce qui était mis en place, quand même, les enfants étaient considérés comme adultes, des petits hommes, dès qu'ils atteignaient ce stade de la puberté. Donc ils étaient mêlés aux différentes activités en fait des adultes selon leur catégorie sociale, ça rejoint un peu ce qui se passait au Moyen-Âge, sans distinction. Donc c'est difficile, malgré toutes ces conceptions, c'est difficile de cerner le monde adolescent avant le XVIIe siècle. 18e siècle, très très difficile. Parce que l'individu, en fait, il n'était pas considéré comme un individu à part entière, mais comme un individu faisant partie d'une certaine classe, d'une certaine caste, d'un certain groupe. Donc une communauté, par exemple, des ordres, une ville, une communauté rurale, un corps de métier, maçon,
architectes, etc. Les collèges, les universités, même, là, même au niveau de l'armée. Et donc la société française, qui était profondément inégalitaire, avec, vous savez, si vous avez étudié l'histoire française à cette époque-là, on avait la noblesse, on avait le clergé, on avait le tiers-état, donc c'est la noblesse et le clergé qui un peu dirigeaient le monde, et le roi qui décidait en fait pour l'ensemble de la population française. Cette hiérarchisation en fait permettait de donner des privilèges à certains groupes et pas à d'autres. Et donc, pour cadrer les adolescents qui étaient dans des groupes plus inférieurs, on a commencé à mettre en place des écoles avec des observatoires, des écoles militaires, des écoles d'ateliers, des collèges, des internats, pour surveiller les élèves, pour surveiller ces jeunes en fait qui étaient mélangés dans ces groupes, pour les surveiller et pour les punir. Il y a vraiment en fait sous l'ancien régime une conception de la punition de l'enfance, de l'adolescence, malgré qu'ils étaient considérés comme des adultes. On va commencer à mettre en place des structures spécifiques pour les cadrer. Parce qu'on considérait à cette époque-là que les jeunes étaient particulièrement intenables, insolents, et qu'il fallait donc créer des structures pour les surveiller et pour éviter qu'à partir d'eux, il y ait cette lutte des classes qui a amené malheureusement ou heureusement, ça dépend de votre point de vue, qui a amené à la Révolution française. Donc de nombreux témoignages font état de l'emploi excessif du fouet, de la canne, de la punition envers les enfants. Donc c'est vraiment intéressant de remettre ça en perspective, parce que on voit, il y avait au niveau de l'Antiquité, du Moyen-Âge, de la Renaissance, une vision plutôt positive de la jeunesse, et là tout d'un coup on est en train de glisser vers une vision négative qui va se poursuivre en fait, qui va se poursuivre après la Révolution, et notamment surtout au XVIIIe siècle. Alors la Révolution française a amené certains changements au niveau des jeunes, parce qu'elle a rendu le service militaire obligatoire, et ce service militaire en fait était un lieu de socialisation pour les jeunes, de différentes classes d'âge, entre 10 et 18 ans. Ils ont temporairement aussi abaissé l'âge légal de mariage, donc on est passé à 13 ans, pardon, et à 15 ans, on a aussi fait en sorte que l'autorité parentale soit maintenue à partir de 21 ans. Pardon, je me reprends, je pense que j'ai pas été assez clair, donc je me reprends. Donc la Révolution française a été un lieu de socialisation pour les jeunes. On a recruté des jeunes entre 10 et 18 ans. Et la Révolution française a abaissé l'âge légal de mariage à 13 ou 15 ans. Et en plus, elle a limité l'autorité parentale, ce qu'on appelle la puissance paternelle, à 21 ans. Donc à partir de 21 ans, on était considéré comme plus dépendant des parents. Et donc, création des collèges, qui ont été fortement impactés par ces mouvements idéologiques de la Révolution. Et donc on a commencé à éduquer les enfants en dehors des écoles avec des mesures révolutionnaires. Donc on commençait vraiment à reconnaître la jeunesse à l'époque pour répondre un peu à cette crise socio-culturelle, économique, etc. Durant cette période. Donc le statut d'adolescent commence à émerger à partir de la fin du XVIIIe siècle et à partir du XIXe siècle. On continue. Au XIXe siècle et au XXe siècle, dernier point par rapport à cette période historique concernant l'adolescence, l'adolescence du XIXe au XXe siècle, et le XIXe siècle peut être divisé en deux grandes périodes. Une première période, qui est assez longue, qui s'étend jusqu'en 1890, et une deuxième période à partir de 1890. Pourquoi ? Parce que cette première période, qui s'étend donc de 1800 à 1890, seuls les jeunes garçons issus des catégories aisées étaient scolarisés dans l'enseignement secondaire. Donc on parle vraiment d'un âge de classe à ce moment-là. Mais à partir de 1890, cette notion d'adolescence va vraiment émerger et va s'appliquer aussi aux jeunes filles et aux classes populaires. Donc on passe d'un âge de classe à une classe d'âge. Et c'est important parce que nous, actuellement, on est tributaire de ces changements. Donc maintenant, on parle vraiment de classe d'âge, c'est-à-dire qu'on divise des périodes en fonction des adolescents, en fonction aussi de leur classe, en fonction de la manière dont leur parcours scolaire s'établit dans l'éducation. Toujours cette conception héritée des années précédentes
l'adolescence au 19e siècle est vécue comme est vue pardon, comme un âge qui n'est pas raisonnable. Ça représente un danger pour les autres. Et on cherche vraiment à profondément prolonger l'enfance, à contrôler par un système d'infantilisation, de déresponsabilisation. Donc tous les acquis précédents des siècles précédents vont complètement disparaître et on va caser cette classe d'âge dans des écoles. Voilà, on va les contrôler dans des écoles, on va leur enlever certaines responsabilités et certains privilèges d'adultes et on va les caser dans des écoles. Donc il y a des lois qui sont établies, par exemple 1933, il y a une loi qui oblige en fait les communes à avoir une école primaire, et l'enseignement primaire va être retiré progressivement avec Jules Ferry de la part des ecclésiastiques, donc des catholiques généralement. Donc les religieux n'ont plus leur mot à dire par rapport à cet enseignement primaire. Il va y avoir des lois par rapport au travail aussi. On va commencer à limiter le travail parmi les enfants. Alors c'est une bonne chose parce que des médecins commençaient en fait à voir qu'il y avait des problèmes au niveau de la santé des enfants. Donc on va commencer à limiter tout ça et on va commencer progressivement à réserver cette classe d'âge, ces adolescents, en disant bah voilà, pour vous, ce que vous pouvez faire, ce que vous devez faire, c'est aller à l'école pour apprendre, pour vous développer et après entrer dans le monde du travail en tant qu'adulte. On assiste vraiment à une mise en place de ce qu'on appelle la pédagogie de la méfiance. Contraintes, discipline, internat qui se développe. Le but c'est de séparer l'individu de sa famille, du monde. On a vraiment des programmes pédagogiques qui ne favorisent pas l'imagination, la rêverie, ni le développement par la solidarité et l'amitié. La surveillance devient de plus en plus sévère pour les filles comme pour les garçons. Il y a des réactions d'opposition, il y a des réactions de révolte, il y a des premières manifestations qui sont marquées par cette classe d'âge d'adolescents, et les catholiques se plaignent en fait de l'abandon moral de ces jeunes à cette époque-là. Durant la Troisième République, donc à partir de 1890, il y a vraiment encore cet enjeu de reprendre en main les adolescents. On estime que les jeunes sont précieux pour l'avenir, mais ils sont encore dangereux par leurs actes. Donc il faut vraiment prendre en main ces jeunes qui sont malléables, qui peuvent être influençables, qui ont des passions, qui ne savent pas contrôler, etc., etc. Il y a de plus en plus de confrontations entre la pression sociale et les jeunes. Quand on continue au niveau des âges, il y a donc, la guerre de 14-18 qui arrive, et avant la guerre, il y a deux jeunesses qui se retrouvent face à face. Il y en a une qui est portée, préoccupée par la situation économique, et l'autre qui est l'objet de toutes les attentions. Souvenez-vous, après la Première Guerre mondiale, la stratégie d'Hitler a été de créer les jeunesses hitlériennes pour endoctriner les jeunes par rapport à son idéologie. Donc il y a vraiment, au niveau politique, une volonté en fait d'influencer le jeune pour qu'il soit... On comprend que cet âge est malléable pour qu'il soit apte en fait à appliquer la doctrine d'une idéologie, la doctrine d'un pays. Après la guerre, on remarque, la Deuxième Guerre mondiale, pardon, on remarque que cette jeunesse qui était plutôt ostracisée, qui était considérée comme étant dangereuse, va être l'objet de toutes les attentions. On l'a vu avec Hitler, et on va le voir maintenant même au sein de la République française, où cette jeunesse qu'on estimait comme étant dangereuse va être l'objet de toutes les attentions. On va commencer en fait à considérer le jeune, l'adolescent, cette classe d'âge, en tant que personne à part entière, avec ses propres intérêts, avec son propre développement. C'est à ce moment-là en fait que les parents se rendent compte que suite à tous ces jeunes qui sont partis faire à la guerre, qui a besoin en fait d'un renouveau, donc on assiste à ce qu'on appelle au baby boom, dont beaucoup de personnes sont encore vivantes actuellement par rapport à cette période. On assiste au baby boom, et on assiste aussi à la création d'un fonds, d'un socle culturel commun auprès de ces adolescents qui sont passés en fait à l'âge de l'enfance à l'âge adulte quelque part avant l'heure, qui ont été propulsés en fait à cause de la guerre en tant qu'adultes. Et donc ils sont partagés entre leurs nouvelles responsabilités, le désir de vivre une jeunesse qui leur était impossible de vivre, et donc on assiste à l'exagération en fait de certaines conduites par rapport aux survivants. On voit en fait que y a un exutoire, que par rapport au fait qu'ils soient retenus pendant une certaine période, ils se lâchent entre guillemets. Et donc là, la jeunesse, à partir de ce moment-là, va s'imposer au monde adulte.
Euh, et ces excès sont difficilement supportables. On assiste à une forme de désarroi social. Euh, donc on va commencer à organiser de manière massive la scolarité. Et on va la prolonger davantage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début du XXe siècle, en France, on a commencé à rendre l'école obligatoire jusqu'à 12-14 ans, et pour pouvoir travailler, il fallait avoir un certificat d'aptitude physique et d'aptitude cognitive, enfin d'aptitude scolaire. À partir de 1959, la scolarité devient obligatoire jusqu'à 16 ans, et on va créer les collèges, on va créer des instituts universitaires, on va prolonger tout ça dans les années 60 pour faire en sorte que cette jeunesse puisse être dans cet état où elle n'est pas livrée à elle-même, où elle ne commet pas des actes complètement irréfléchis, mais au contraire, elle est obligée de faire des choses, à aller à l'école et à apprendre. Cette scolarité devient donc obligatoire, et les étudiants aussi sont du coup de plus en plus nombreux, les parents ont fait énormément de bébés, et ils traînent souvent ensemble. Et donc on voit apparaître une forme de culture commune, un langage commun, une identité de comportement, et on voit en fait que les jeunes commencent à se détacher des générations antérieures. Donc on voit à partir de ce moment-là une création d'un fossé, il y a vraiment ce fossé qui se crée entre les jeunes et entre les adultes. C'est les mouvements de jeunesse, mai 68, dont la France est tributaire, dont l'idéologie impacte encore de nos jours les jeunes et la manière dont on voit le monde. Alors que retenir de tout ce qu'on a vu? Il y a un point important, c'est que on voit très clairement que de nos jours, les jeunes et les adolescents sont vus comme une classe d'âge à part entière, avec un fond culturel commun, avec un langage qu'on n'arrive pas souvent à comprendre, et que tout ça en fait est issu de ce processus historique et sociologique dans le monde occidental. Alors ça s'est accompagné aussi, dans les années 40, dans les années 60, de la création de mouvements de jeunesse aux États-Unis, Jeunesse pour Christ, on pense aussi à Jeunesse en mission, pour répondre à cette volonté en fait de la part des jeunes d'annoncer l'évangile auprès de personnes défavorisées, de créer de l'évangélisation, de faire du social aussi, de la mission. Donc c'est vraiment à cette période en fait qu'on voit l'émergence de groupes de jeunesse au sein des églises. À mon avis, par rapport à tout ce qu'on vient de voir, il serait vraiment intéressant de considérer les jeunes tels qu'ils sont, c'est-à-dire comme des adultes en devenir, comme des personnes à part entière, et non pas comme des personnes qu'il faudrait caser dans des structures pour limiter leurs passions, pour les contrôler, pour faire en sorte qu'ils soient dans une antichambre avant en fait d'atteindre la vraie vie, les vraies responsabilités. C'est une chose qui, à mon avis, est complètement délétère pour le jeune aujourd'hui. Donc j'émets une forte critique vis-à-vis de ce processus, vis-à-vis de cette notion en fait qui s'est au fur et à mesure du temps développée au sein du monde occidental, et qui malheureusement fait en sorte qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des jeunes qui sont totalement démunis, qui ne connaissent pas vraiment leur place, qui sont entre l'enfance et l'âge adulte, et je pense que d'une certaine manière, on y participe tous. Donc on verra dans le point suivant la place des jeunes actuels dans la société, quelles sont leurs caractéristiques, qu'est-ce qu'un adolescent, et comment en fait on pourra les accompagner de façon biblique.